Les rencontres de Cannes avec cette thématique, la confiance, vous le savez, on a besoin de confiance, on a besoin parfois de lutter contre l'abus de confiance et on a surtout besoin de savoir à quel moment nos informations sont intéressantes, en tous les cas sont viables, vérifiables et vérifiées par les professionnels de l'information concernant d'ailleurs cette profession de journaliste dont nous recevons un éminent représentant, Renaud Dely. Bonjour Renaud. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer très vite ici en studio après votre table ronde. Quelques mots Renaud Dely sur la confiance à la fois entre l'opinion et les citoyens et la classe politique, mais tout de suite, il faut qu'on parle un peu aussi de la relation qu'entretiennent les citoyens avec la classe qui les informe, c'est-à-dire les médias et les journalistes. Mais d'abord, un petit mot sur les politiques. Sur les politiques, je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise qui touche tous les représentants, quels qu'ils soient. D'abord, les représentants politiques, tous les intermédiaires. Voilà, c'est vrai qu'il y a une crise de confiance, pour le coup, c'est vraiment une crise de confiance, qui touche d'abord au premier chef les politiques, qui sont considérés au mieux comme des menteurs, si j'ose dire, au pire comme des pourris, par une part croissante de l'opinion, pas uniquement en France. D'ailleurs, c'est une crise de représentation qui traverse toutes les démocraties occidentales. Donc, on a une situation qui est assez terrible. Quand on regarde dans les classements profession par profession, les politiques sont en général tout en bas du classement parmi en tête vous avez les pompiers, les infirmières, et tout en bas ceux qui rendent service, tout en bas, ceux dont les citoyens voient très vite le travail, le dévouement, l'engagement. Et tout en bas vous avez les politiques et juste au-dessus vous avez les journalistes. Alors comment on l'explique? Est-ce qu'on est les dégâts collatéraux de la classe politique et auquel cas ça voudrait dire que notre destin serait lié éventuellement à cette classe? Je pense qu'il y a les destins ne sont pas liés étroitement, mais qu'il y a une parenté. C'est vrai qu'on fait partie, normalement, on est des représentants aussi, on est des intermédiaires. Il y a une dimension de pédagogie aussi dans le métier de journaliste. Et donc forcément, il y a eu un certain nombre d'accidents aussi, de véritables accidents en termes d'information depuis 30 ans. C'est-à-dire des choses qu'on a ignorées ou des choses qu'on a maltraitées? Maltraitées ou de la désinformation, ça existait. Il y a eu des manipulations. C'est très difficile d'être journaliste. On se retrouve aussi parfois manipulé, soit par ses sources, soit par des États. On se souvient de la révolution roumaine, par exemple, de la fameuse affaire de Timișoara il y a très longtemps. Et jusqu'à très récemment, des élections, des scrutins comme l'élection présidentielle américaine, où finalement ce que beaucoup de journalistes pensaient impossible est advenu, tout ça, ça sape le contrat de confiance qui existe entre l'opinion et les journalistes. Et puis je pense qu'en plus il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'exercer la profession de journaliste dès lors qu'on est tous un peu journalistes grâce au net. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On reviendra là-dessus, mais pour revenir sur Trump, Trump a été soutenu quasiment par 95% de la presse américaine. Ça pose quand même un problème. Est-ce que d'abord la presse se doit, c'est peut-être une culture anglo-saxonne, mais on ne le fait pas trop en France ici, d'une manière explicite, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas aussi mettre son destin entre les mains d'un politique, alors qu'on n'a peut-être pas à soutenir une quelconque démarche, mais peut-être plutôt à décortiquer, à expliquer, à donner les informations et les clés de compréhension? Il y a deux choses différentes. En général, c'est effectivement la distinction qu'on pose entre le journalisme de culture anglo-saxonne, qui est un journalisme de décryptage des faits, et puis une presse d'opinion, qui est plutôt la tradition française d'ailleurs. Depuis Émile Zola, la presse en France, c'est une presse d'opinion qui prend parti. Moi, je trouve ça sain que la presse prenne parti, y compris, il peut y avoir massivement 90 ou 95% des journaux qui prennent parti pour Hillary Clinton contre Donald Trump. C'est pas forcément malsain. Ça fait partie aussi de la mission journalistique que de s'engager, que de défendre des valeurs, des combats. Mais là où ça devient extrêmement compliqué et périlleux, c'est qu'en fait on s'aperçoit que l'information aujourd'hui, elle passe largement en dehors des canaux traditionnels, des médias traditionnels, des journaux, des quotidiens traditionnels. Beaucoup disent qu'il a gagné grâce à Facebook, Twitter et les réseaux sociaux, y compris d'ailleurs en publiant là-dessus, non pas de l'information, mais de la propagande, de la désinformation, des fakes qui ont aussi largement fonctionné. Donc c'est vrai que la remise en cause de la presse, c'est un phénomène qui n'est pas récent, qui ne fait que s'aggraver et qui est encore une fois attisé par le fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'être journaliste. Aujourd'hui on est concurrencé de toutes parts. C'était beaucoup plus facile il y a quelques décennies, au lendemain de la guerre, où il y avait 5 ou 6 quotidiens d'opinion très forts qui faisaient l'opinion en France. C'est plus le cas aujourd'hui. Les quotidiens, ils ont une diffusion très restreinte et puis il y a une multiplication des moyens de communication et des moyens d'information qui fait que l'information, vous l'avez largement autant et même plus sur Facebook, sur Twitter, sur les chaînes d'information en fait, continue. Les médias classiques, les médias mainstream sont pris de vitesse
puisque le matin, à 7 h du matin, tous les citoyens sont en mesure d'avoir l'information, de la commenter, de l'orienter s'ils le souhaitent. Et puis après, on voit arriver la presse classique, les émissions de radio, les émissions de télévision. Est-ce que là, finalement, ce n'est pas aussi une erreur d'anticipation de la part des médias et des journalistes sur une situation, finalement, qui donne de la liberté aux citoyens? Il faut réinventer notre métier. C'est-à-dire que c'est une crise, il y a une vraie crise, qui est une crise de mutation, de métamorphose, mais moi, je n'ai pas une vision pessimiste, j'ai une vision assez darwiniste d'ailleurs. Je pense qu'à l'arrivée, les meilleurs resteront. Les meilleurs journaux resteront. Pourquoi? Quels seront les meilleurs journaux? C'est ceux qui auront quelque chose à dire sur le monde. C'est-à-dire ceux d'abord qui continueront de produire de l'information valide, vérifiée, et encore une fois, sur les réseaux sociaux, sur les sites, il y a le pire et le meilleur. Il y a le meilleur parfois, mais il y a aussi le pire. Donc il y a une fonction de validation, une mission de vérité que la presse doit toujours tenir. Et puis il faut que les journaux, les médias, quels qu'ils soient, d'ailleurs, ils aient quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'ils aient une vision du monde, qu'ils aient des valeurs à défendre, qu'ils aient des combats. Et dès lors, il ne faut pas rentrer, effectivement, vous avez raison, dans une course de vitesse complètement folle, où de toute façon on perdra toujours face à un tweet, face à Snapchat, face à voilà. Bien sûr. Donc c'est pas, il vaut mieux prendre son temps, à mon sens, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je travaille dans un hebdomadaire. Il vaut mieux prendre son temps, prendre du recul et donner une plus-value, que ce soit en termes d'information et surtout, je pense, en termes de vision du monde. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que plus les médias sont contestés, plus les journalistes sont contestés, plus les journaux sont contestés, comme c'est le cas aujourd'hui, par d'autres canaux d'information, plus le fantasme conspirationniste perdure, voire s'attise, voire se renforce. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus, on vous cache la vérité est ailleurs, on ne nous dit pas ce qu'on... Or, si on réfléchit juste posément 10 secondes, on s'aperçoit que aujourd'hui, justement, grâce à Internet, et ça c'est ce qu'il y a de meilleur grâce au net notamment, et la multiplication de moyens d'information, il est impossible de cacher une vérité, de cacher qu'un État cache. On le voit même d'ailleurs tout récemment à travers les affaires de hacking supposées entre la Russie et les États-Unis. Voilà. Maintenant, la vérité, elle éclate beaucoup plus facilement, encore une fois, qu'il y a 70, 80 ans, quand il y avait quelques quotidiens, une ou deux et ensuite 3 chaînes de télévision et puis une grande chaîne de radio publique qui tenait l'ensemble de l'information. L'autre question, vous l'avez suggéré tout à l'heure, Noudeli, je rappelle, vous êtes directeur de la rédaction de Marianne, entre autres, puisque vous êtes aussi, pour les gens qui suivent donc les émissions, notamment la télévision, vous intervenez aussi dans 28 minutes, donc la quotidienne d'Arte. Et à la question aujourd'hui que, au fond, tout le monde peut être producteur et diffuseur d'informations. Je dis tout le monde, je ne parle pas de qualité, en tout cas je parle de quantité. Et il y a les professionnels de l'information, donc les journalistes. Comment on fait par exemple à Marianne pour fabriquer un journal d'une semaine à l'autre avec des informations qui naissent à 7 h du matin, qui meurent à 19 h la même journée, et nous on arrive seulement une semaine après. Comment ça se passe aujourd'hui dans les pratiques concrètes de la rédaction? Alors, Marianne, si vous prenez l'exemple de Marianne, c'est un hebdomadaire qui se pose toujours la question de savoir ce qu'il a à dire sur une actualité. C'est-à-dire qu'on a depuis longtemps enterré, abandonné, enfoui le mythe de l'exhaustivité. On ne doit pas, quand on fait un hebdomadaire, me semble-t-il, on n'a pas vocation à faire un hebdomadaire exhaustif qui résume l'actualité de la semaine. Ça n'a pas de sens. Effectivement, l'information, elle est partout. On l'a partout ailleurs et on l'a souvent gratuitement. Pourquoi est-ce qu'un lecteur achèterait Marianne, payerait pour avoir juste un résumé de l'actualité de la semaine? Ça n'a pas de sens. En revanche, Marianne est un journal républicain, comme son nom l'indique, qui défend des valeurs éminemment républicaines et qui donc a une certaine vision du monde et des valeurs à défendre. Et aujourd'hui, dans des temps aussi troublés, que ce soit sur la scène nationale qu'internationale, les déséquilibres mondiaux, la critique du néolibéralisme, le danger d'une société fracturée, tout ça, ça génère plus que jamais, me semble-t-il, un besoin d'un journal comme Marianne. C'est-à-dire que là, on a une mission à remplir. Donc d'abord, évidemment, on essaye de sélectionner l'information vraie et de la décrypter et de la distinguer de la malinfo ou de la désinformation, mais ensuite, surtout, on essaye de prendre un peu de recul et d'expliquer, de mettre en perspective et de défendre nos valeurs. Et là, on a une grille de lecture, on a une vision du monde qu'on offre et qu'on cherche à partager avec notre lectorat. C'est ça le rôle d'un hebdomadaire. Tout à l'heure, dans une des tables rondes, on a parlé de la confiance, puisque vous savez, c'est le thème de ces rencontres de Cannes. Et l'un des intervenants parlait justement de la transmission. Donc j'imagine que la transmission, c'est aussi le levier pour insuffler de la confiance en soi et puis la confiance en l'autre, donc l'intergénérationnel. Est-ce qu'au sein de la rédaction de Marianne, il y a cette mixité finalement générationnelle avec des
des rédacteurs, des journalistes, des cadres qui sont là quand même depuis 20-25 ans. Et puis les nouvelles générations qui, elles, qui viennent d'un peu de partout du territoire, qui représentent toutes les sensibilités et qui, au fond, viennent aussi avec des nouveaux outils et une façon de faire du journalisme différent. Est-ce que cette possibilité, en tant que patron de la rédaction, vous la ressentez? Alors, déjà, Marianne, on a la chance, personne n'est là depuis 25 ans parce que le journal a 19 ans. Donc Oui, c'est mais déjà, je parle c'est déjà ça. Je parle plaisante. d'expérience Je des plaisante. journalistes. Mais vous avez raison sur cette nécessité d'essayer de renouveler les cadres et surtout de diversifier. Mais Marianne, justement, a une particularité, je trouve, par rapport à d'autres rédactions dans lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'il y a une vraie diversité d'origine. Vous avez des gens qui viennent du Figaro, de l'Humanité, de l'Express, de Libération, de l'Obs, d'autres médias totalement différents. Vous avez des âges, une pyramide des âges qui est extrêmement diverse. Alors après, on n'a pas énormément de moyens, on n'est pas très nombreux, et puis c'est pas facile de renouveler une rédaction simplement d'un point de vue matériel. Mais c'est un journal qui n'est pas dans un moule. Et c'est vrai qu'il y a par exemple, il n'y a pas que des gens qui sortent d'une école de journalisme, qui ont fait toute la même, etc., comme ça peut exister ou ça a pu exister dans d'autres journaux. Donc je pense qu'il faut effectivement être très soucieux, et c'est compliqué, mais il faut le faire, de brasser une diversité d'origine culturelle, d'origine sociale, et puis d'origine évidemment professionnelle pour faire vivre une rédaction. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on réussit à installer, me semble-t-il, un journal sur le temps long, bien au-delà de 20, 25, 30 ou 50 ans. Et qui nourrit justement la confiance entre le lecteur et la rédaction qui lui fournit un certain nombre d'informations, même si c'est une information hebdomadaire. Merci beaucoup, Renaud Dely, d'être venu dans ce studio. Je rappelle votre dernier livre, Renaud Dely, Henri Vernet, Frères ennemis, avec Sarkozy, Juppé, Hollande, Le Pen, même si les trois premiers sont sortis du radar. L'hyperviolence en politique chez Kalman Levy. Il y a d'autres livres que vous avez certainement vus, notamment celui-là, avec un certain nombre de chercheurs, qui a été produit il y a 2 ans maintenant. Merci beaucoup. On se retrouve avec un autre invité dans quelques instants.